Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Je suis Vincent Cadieux, je suis paroissien de Saint-Joseph Artisan. J'ai été... le père Akafo a été le père assistant, comme il nous a formés. Il a été le père assistant, il n'était pas le père célébrant. C'est nous-mêmes qui étions en train de célébrer notre mariage. Il a été le père assistant lors de notre mariage le 26 octobre. Donc j'ai 3 mois et quelques poussières de mariage. Donc je suis encore vraiment un nourrisson. Donc grâce à vos prières, ça va durer. À côté de ça, je suis aujourd'hui consultant business. J'accompagne les entreprises, les entrepreneurs et les PME à se développer. Je vais parler rapidement de ma carrière professionnelle. J'ai commencé ma carrière professionnelle en multinationale en 2006 chez Move Africa. Et après Move Africa, je suis allé chez Comium. Et après Comium, je suis allé chez Orange. Après Orange, je suis allé chez Orange Money. Et ensuite, je suis allé travailler à l'international, au Cameroun, chez MTN. Et puis ensuite, je suis rentré en Côte d'Ivoire et j'ai commencé à travailler dans le secteur des banques. J'ai travaillé pour la Standard Chartered Bank. Ensuite, j'ai travaillé pour EcoBank. Et après, j'ai travaillé pour AFG Bank. Et puis après, j'ai vu que travailler pour les gens, c'est bien. Mais il faut commencer à travailler un peu pour soi. Donc, je suis sorti du monde des entreprises et j'ai été consultant chez Beryl Consulting. Et puis ensuite, j'ai lancé ma propre entreprise, Next Level Consulting, depuis avril 2024. Donc, mon entreprise a à peine 9 mois. Mais durant tout ce parcours, ces 20 dernières années, dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, les projets sur lesquels j'ai travaillé ont généré au minimum 1 milliard par mois. Donc, j'ai eu la chance d'intégrer Move Africa avant le lancement. Donc, prendre une entreprise avant le lancement jusqu'à en faire une grosse entreprise qui génère des milliards, j'ai eu la chance de le faire plusieurs fois. Voilà. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment lancer un business, quel business lancer pour arriver à générer 1 000 € par mois. Maintenant, comme le père le disait, pourquoi 1 000 €? Euros déjà, parce que quand on dit euros, ça allait d'être beaucoup déjà. Donc, quand on se dit c'est en euros, c'est que c'est beaucoup. Et puis ensuite, pas 2, 3, mais 1000, c'est beaucoup encore. Donc ça fait 1000 beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a choisi 1 000 €. On aurait pu dire 600 000 francs CFA, on aurait pu dire 1 million de francs CFA, ça aurait été pareil. Ok. Mais 1 000 € ça fait chic. Et 1 000 € ça fait que tout le monde peut se retrouver à l'intérieur. Donc voici pourquoi nous avons choisi ce thème. Maintenant, les business que nous pouvons lancer, je veux m'adresser à 2 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui sont aujourd'hui des travailleurs, qui sont salariés quelque part, qui ont déjà un emploi à temps plein et qui veulent, à côté de cet emploi-là, lancer un business qui va leur générer des revenus complémentaires. Donc ça, c'est ma première cible, les salariés qui veulent lancer une activité à côté. Et la deuxième cible, c'est ceux qui sont 100% entrepreneurs, qui n'ont pas un endroit où ils vont prendre un salaire quelque part. Donc ça sera ma deuxième cible. Maintenant, juste pour savoir, dans cette église, quels sont ceux qui sont 100% salariés et qui veulent lancer des activités pour générer des revenus complémentaires? D'accord, c'est 80%. Et quels sont ceux qui sont 100% entrepreneurs ou qui n'ont pas d'autres sources de revenus à part ce qu'ils font? Ouais, ok, donc ça se tient. Donc, 60-40, très bien. Donc, je vais m'adresser à ces 2 cibles aujourd'hui. La cible qui est la plus contraignante, c'est ceux qui sont déjà salariés et qui veulent lancer une activité. Donc, permettez que j'insiste un peu sur quelques éléments importants pour eux. Et ensuite, on va revenir sur ceux qui sont 100% salariés.
parce que leurs challenges sont un peu plus compliqués. Alors, si vous êtes déjà salarié quelque part et que vous voulez lancer une entreprise et que vous êtes chrétien, il y a un minimum de comportements que vous devez avoir. Et il y a 2 comportements qui sont très importants. Le premier comportement, c'est l'intégrité. Et le deuxième comportement, c'est l'équité. L'intégrité consiste à faire quoi? L'intégrité consiste à faire ce pourquoi vous êtes payé. C'est-à-dire que si vous travaillez dans une entreprise, vous ne pouvez pas être dans cette entreprise et utiliser le temps de l'entreprise pour développer votre propre business. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien de le faire. C'est du vol. C'est méchant. C'est être sorcier. C'est être criminel de le faire. Donc, si vous aviez l'intention de vous lancer sur cette voie, utilisez le temps de travail pour pouvoir développer votre business. Que Dieu enlève ce mauvais projet-là dans votre cœur. Okay? Si je suppose que vous êtes payé 320 000 francs par mois, c'est un exemple. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous gagnez plus que ça, des millions par mois. Mais je vais prendre juste cet exemple. Si vous êtes payé 320 000 francs par mois, vous devez travailler 40 heures par semaine. C'est ce qui est dans votre contrat. Ce qui fait 160 heures par mois que vous devez travailler. Donc, si vous êtes payé 320 000, c'est comme si vous gagnez 2 000 francs par heure travaillée. Ok? 2 000 francs par heure travaillée. Si vous prenez 2 jours ou 3 jours par semaine pour travailler sur votre propre business, au lieu d'être en train de travailler dans l'entreprise, c'est comme si vous étiez en train de voler 2-3 jours par semaine, ça va faire 120 heures par semaine. Donc c'est comme si vous étiez en train de voler 240 000 francs à votre employeur. C'est méchant. Ok? Donc je ne vous encourage pas à être des gens qui être payés et qui volaient du temps de votre employeur pour travailler. Ce n'est pas bien de le faire. Donc si c'était votre intention, ne le faites pas. Deuxième chose, vous pouvez dire, bon, c'est vrai, je ne vais pas le faire, mais moi je suis au travail, mais pendant que je suis au travail, je vais gérer également mes activités. Donc, ce n'est pas équitable. Vous êtes là de corps, mais votre esprit n'est pas là. C'est pas bon. Il faut que pendant les heures de service, vous soyez présent. Pas seulement avec votre corps, mais avec la volonté de travailler. Si vous ne le faites pas, pendant quelque temps, vous allez penser que vous êtes malin. Mais un matin, la main de Dieu va s'enlever sur votre tête. Et on va se rendre compte que vous ne travaillez pas. Ok? Et ça ne sera pas la faute de Dieu. Donc c'est vraiment très important. Si vous êtes employé quelque part, la journée se découpe en 3 fois 8 heures. Une journée, c'est 24 heures qu'on peut découper en 3 fois 8 heures. On a 8 heures de temps pour le travail. C'est ce que demande l'entreprise. On a 8 heures de temps pour se reposer. C'est ce que demande notre corps. Et puis on a 8 heures qui nous appartiennent à nous. Donc ce n'est pas juste de prendre nos 8 heures de repos, de prendre nos 8 heures qui nous appartiennent et d'aller encore prendre dans les 8 heures de travail de l'employeur pour développer notre business. Ce n'est pas intègre ni équitable. Et donc je vous encourage à ne vraiment pas le faire. Ça c'était vraiment l'introduction. Maintenant, ceci étant dit, sachant que une partie de notre audience sont des gens qui sont occupés de 8 heures à 18 heures et que nous n'allons pas utiliser le temps du travail pour développer notre business, quelles sont les caractéristiques des entreprises que nous devons lancer? Ok? Dans l'absolu, tout le monde peut lancer n'importe quel business. Mais il y a des business qui ne sont pas compatibles avec le fait d'être salarié et il y en a qui sont compatibles au fait d'être salarié. Tous les business, pour les gens qui sont 100% entrepreneurs, ils peuvent se lancer dans tous les business. Par contre, ceux qui sont salariés actuellement ne peuvent pas se lancer dans certains types de business. Et il y a 4 caractéristiques de business que vous ne pouvez pas lancer. Première caractéristique, si l'activité que vous voulez lancer nécessite votre présence de 8 heures à 18 heures, ce n'est pas une activité pour un salarié. Si l'activité nécessite votre présence de 8 heures à 18 heures, ce n'est pas une activité pour un salarié. Ne faites pas ça. Exemple. Vous ouvrez un cabinet de conseil en comptabilité.
et vous devez aller faire l'assistance comptable pendant les heures de service. Pourtant, vous-même, vous êtes employé quelque part. Si vous devez faire ça, ça suppose que vous allez voler dans le temps de votre employeur pour aller faire cette activité. Ce n'est pas bien. Ne faites pas ça. Ce n'est pas une activité qui est bonne pour vous. C'est une bonne activité dans l'absolu, mais pour un salarié, c'est pas bon. Deuxième caractéristique. Vous devez choisir une activité dans laquelle vous pouvez trouver les clients en ligne sur Internet. Si vous lancez une activité où vous ne pouvez pas trouver des clients en utilisant l'Internet et que vous devez vous déplacer pour trouver les clients dans la ville, vous serez obligé d'utiliser votre temps de travail pour le faire. Donc, ce n'est pas une bonne activité pour un salarié. Deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, il faut que l'activité soit relativement simple à faire. Simple à faire dans le sens où c'est un produit qui est simple, qui n'est pas très compliqué, que tout le monde peut faire. Généralement, moi, je recommande les produits qui sont unisexes, c'est-à-dire que les hommes, que ce soit les hommes ou les femmes, peuvent utiliser exactement le même produit sans le changer, sans le modifier. C'est simple à faire. Si vous vous lancez dans la commercialisation de vêtements, vous allez penser que c'est un business simple à faire. Jusqu'au jour où quelqu'un va vous demander un habit jaune. Et c'est là que vous allez voir que jaune, il y a son jaune poussin, il y a son jaune clair, il y a son jaune or, il y a son jaune tournesol, etc., etc. Ensuite, les tailles. Vous allez voir que, en fait, quelqu'un va vous dire non, je fais taille 34. Et vous arrivez là-bas, ça flotte. Ou je fais taille X, ou taille S, ou taille M. Vous arrivez là-bas, ça flotte. Ou alors vous arrivez là-bas, ça serre. Parce que vous allez découvrir qu'en fait, les tailles là, il y a les tailles européennes, il y a les tailles américaines, et maintenant il y a les tailles chinoises. Donc ce n'est pas un business très simple à faire pour quelqu'un qui travaille. Par contre, quelqu'un qui est 100% entrepreneur peut faire ce business, ça va bien marcher. Dernière caractéristique, il faut que ce soit facile à contrôler. Facile à... Ah, je ne vous entends pas. Facile à contrôler. Maintenant, je vais vous poser une question. Le transport, est-ce que c'est un business facile à contrôler? C'est quasiment impossible de contrôler. Vous allez me dire, on peut mettre un GPS à l'intérieur. Oui, d'accord. Tu mets le GPS, tu le vois tourner dans la ville, il te dit qu'il n'y avait pas de client. Tu as fait quoi? Ou bien tu as monté dans ton taxi, tu es assis à côté de lui, et puis vous prenez les gens pour vous promener. Ça ne se fait pas. Donc, le transport, extrêmement difficile à contrôler. Très bon business pour quelqu'un qui a son temps, mais mauvais business pour un salarié. L'élevage, facile à contrôler ou bien difficile à contrôler? Très difficile à contrôler. Surtout si vous décidez de faire l'élevage des poulets. Ça semble être une bonne idée. Tout le monde mange les poulets matin, midi, soir. Nous mangeons les poulets. À toute occasion, on mange les poulets. C'est comme si on cherchait des prétextes pour manger les poulets. Donc, c'est un bon business. Mais, quand vous allez vous lancer dans l'élevage, vous allez voir que les poulets, particulièrement quand ils sont encore poussins, ils cherchent des prétextes pour mourir. C'est-à-dire que s'ils ont trop faim, ils font quoi? Les poussins, quand ils ont trop faim, quand ils sont trop rassasiés, quand ils ont froid, quand ils ont trop chaud, si on ne rentre pas trop dans l'enclos là-bas, si on rentre trop dans l'enclos, je n'ai jamais vu une espèce qui cherche tous les prétextes pour mourir. Ok? Donc, si vous êtes assis au travail, en train de faire beaucoup de réunions, vous ne pouvez pas faire la ferme dans votre maison, vous êtes obligé d'avoir une ferme qui est loin. Et donc, vous n'allez pas aller là-bas fréquemment. Et parce que vous n'irez pas là-bas fréquemment, vous n'allez pas contrôler. Et parce que vous n'allez pas contrôler, le business va tomber. Je ne suis pas défaitiste, c'est la vérité. Ok? Vous allez me dire, les salons de coiffure, ça marche, tout le monde se coiffe, tous les jours, les enfants se coiffent, donc on peut faire. C'est très bien, c'est un bon business. Maintenant, comment on contrôle? Comment vous pouvez contrôler qu'effectivement ils ont coiffé 10 têtes ou 12 têtes? Caméra? C'est une bonne idée. Supposons que vous mettez la caméra et ils commencent à travailler à quelle heure? 8 heures? 9 heures? Ils finissent à quelle heure? 20 heures? Ok. Donc de 9 heures à 20 heures, ça fait 11 heures de vidéo. Donc quand vous allez rentrer du boulot à 18 heures, vous allez vous asseoir à 18 heures pour regarder 11 heures de vidéo. Donc normalement, si vous commencez vers 20 heures, vous allez finir le lendemain vers 8 heures. Et vous allez aller au travail.
Et le soir, quand vous allez rentrer, il y a 11 heures de vidéo encore qui vous attendent. Ils savent très bien que vous n'allez pas pouvoir faire ça même 3 jours. Donc la caméra ne sert à rien. J'ai travaillé dans les banques. Il ne suffit pas juste d'installer la caméra. Il faut payer des gens qui sont assis constamment derrière la caméra pour regarder. Sinon la caméra ne sert à rien. Oui, non. Donc, on ne peut pas contrôler. Ou c'est très difficile à contrôler. Très, très difficile à contrôler. Donc, ne choisissez pas ces gens de business. On a vu les 4 caractéristiques. Première caractéristique, il faut un business qui ne nécessite pas votre présence de 8h à 18h. Il faut un business où vous êtes capable de trouver des clients sur Internet. Il faut un business qui est relativement simple à faire et il faut un business qui est facile à contrôler. Les business qui sont faciles à contrôler, c'est là où il y a un stock initial et un stock final. Mais même là encore. Si vous avez laissé, je sais pas moi, 10 bouteilles et le soir vous revenez, il en reste 4, vous savez qu'on a vendu combien? 6. Donc vous pouvez demander où est l'argent des 6. Mais si vous dites c'est un salon de coiffure, donne-moi l'argent. Et qu'on vous donne 5 000, c'est vrai? C'est faux? C'est pas vrai? C'est très difficile. Ok? Voilà, donc ce ne sont pas des business que je recommande aux salariés. Par contre, quelqu'un qui est entrepreneur à temps plein peut le faire. Ça va bien marcher. Mais un salarié, ça va marcher quelque temps et puis après ça va tomber. Donc si on ne peut pas faire tous ces business que j'ai cités, je vois déjà dans vos cœurs, mais si on ne fait pas élevage, si on ne fait pas transport, si on ne fait pas salon de coiffure, on fait quoi? C'est ça, non? Ok, donc voilà les 6 familles de business dans lesquelles vous pouvez vous lancer. Notez s'il vous plaît, si vous notez. La première famille de business, c'est ce qu'on va appeler la location. La location. C'est quoi la location? La location, c'est le fait pour vous de louer un bien et service à quelqu'un sans en perdre la propriété. Ok? Voilà, donc vous achetez un bien ou un service et vous en faites la location. Les gens louent le bien là et puis ils vous redonnent votre bien et ils vous redonnent de l'argent. Voilà, faites la location. La location est un bon business pour un salarié. On va voir si ça passe les 4 caractéristiques. La location. Donc, supposons que vous avez mis en location quoi? Bon, vous êtes les gens de la Riviera, donc vous avez beaucoup d'argent. Donc, supposons que vous avez un véhicule. Vous avez un véhicule, il y a votre véhicule pour partir au travail et puis il y a un deuxième véhicule qui est là. Donc, vous décidez de mettre ce véhicule-là en location. Donc, on va voir, est-ce que c'est un business qui passe les 4 caractéristiques? 1. Est-ce que quand vous mettez un véhicule en location, vous avez besoin d'être là de 8h à 18h? Non. Est-ce qu'on peut trouver des clients en ligne? Oui, les gens vont sur Internet pour chercher à louer des voitures. Est-ce que c'est simple à faire, relativement simple à faire? Vous avez juste besoin d'un seul employé, le chauffeur. Est-ce que c'est facile à contrôler? Le modèle de la location est très facile à contrôler parce que c'est un prix fixe par jour. Et avant que vous ne donniez votre voiture, la personne met votre argent dans votre main. Ok? Et quand la personne a fini de louer votre véhicule, la personne vient garer le véhicule, la clé est dans votre poche ou bien dans votre sac à main, vous vous promenez avec. Presque 0 risque. Ok? Donc ce genre de business, ça peut fonctionner. Après, vous allez me dire, est-ce que les VTC, ça peut fonctionner? Le VTC pourra fonctionner pour vous, mais aller en mode locatif. C'est-à-dire, il y a des sociétés qui prennent en gestion votre véhicule, qui louent votre véhicule et vous versent un loyer mensuel. Ok? Je ne suis pas en train de parler des sociétés qui vous disent non, envoie 100 000, envoie 1 million, envoie 2 millions, on va vous associer, vous allez payer, nous on va payer un véhicule un jour, bon vous êtes copropriétaire du véhicule et puis à la fin on va vous donner un peu d'argent. On sait comment ça commence et aussi on sait comment ça finit. C'est pas de ça dont je parle. Vous-même vous achetez votre véhicule, vous êtes propriétaire de votre véhicule est dans votre main. Et vous confiez votre véhicule à quelqu'un pour lui dire, je veux en faire la location, je loue le véhicule, voilà ce que je te donne chaque fin de mois, ou bien chaque semaine. Et vous avez votre argent. Le jour où la personne fait un seul manquant, vous stoppez immédiatement le contrat. Ok? Voilà. Et vous allez pouvoir avoir ce business. Donc ça, c'est la location. Maintenant, quand je parle de location, j'ai parlé de véhicules. Vous vous dites, oh, pour lancer ce business, il faut avoir des millions. Je vais vous donner d'autres business, d'autres éléments que vous pouvez mettre en location et qui vous rapportent de l'argent et qui sont simples à faire pour des salariés. Tous les samedis, normalement, dans toutes les mairies et dans toutes les églises, qu'est-ce que les gens qui s'aiment beaucoup font? Ils se marient. Donc, dans le mariage, tout est en location. Est-ce qu'on va payer une nouvelle voiture juste pour le mariage? Non. On va faire quoi de la voiture? On va louer. La salle?
les assiettes, le photographe, les parents de la mariée. Bon, souvent on loue maintenant les parents de la mariée, il faut aller faire les dots. Ok? Donc, tout ce business de la location, et aujourd'hui à Abidjan, les mariages, ça coûte moins cher ou ça coûte cher? Ça coûte très cher. Donc, frères et sœurs, vous ne pouvez pas être là, aller seulement dans les mariages des gens et tout ce qui vous intéresse, c'est manger riz gras. Ok? C'est des millions que les gens vont dépenser. Mais dans ces millions-là, il faut qu'une partie vienne vers vous. Ok? Donc, est-ce que c'est la location des tenues? Peut-être que c'est ça que vous pouvez faire. Est-ce que c'est la location des caméras, par exemple, ce petit équipement que j'ai placé là? On loue ça à 25 000. Ça coûte 75 000. Au bout de 3 locations, vous avez récupéré votre argent. La 4e location, c'est du bénéfice. Ok? Les salles, c'est de l'argent. Même dans tout ce qui concerne la formation, les vidéoprojecteurs, on loue les vidéoprojecteurs à 15 000 francs par jour. Personne ne discute le prix de la location d'un vidéoprojecteur. Et un vidéoprojecteur, vous pouvez en avoir autour de 200 000, 225 000. Ok, un nouveau qui est fonctionnel. Au bout de 8, 9, 10 locations, au bout de 15 locations, vous avez récupéré votre amortissement. Dès la 16e location, c'est du bénéfice. Et un vidéoprojecteur, la lampe là, elle peut durer 1000 heures. Ok, il y en a maintenant qu'on fabrique qui font 10 000 heures. Donc vous êtes parti pour 2 ans, 3 ans, sans que le vidéoprojecteur n'ait un quelconque souci. Ok? Et un vidéoprojecteur, ça coûte 200 000. Vous le mettez en location à 15 000 francs, vous pouvez commencer à gagner de l'argent. Ok? Même les ventilateurs, souvent les gens mettent les bâches et en bas des bâches, il fait chaud. Il y a des ventilateurs qu'on vient installer. Même les ventilateurs, on les met en location. Donc ne pensez pas que la location, c'est forcément avoir des millions pour commencer à rentrer dans ce business. Vous pouvez faire de la location et gagner de l'argent. Il y a même des entreprises aujourd'hui qui louent les ordinateurs portables pour faire des cérémonies. Un ordinateur portable, c'est 110 000, 120 000 aujourd'hui. Mais vous pouvez démarrer votre business de location ainsi. C'est bon? Donc tout le monde peut faire de la location. Si vous voulez vous lancer dans le business de salon de coiffure, parce que vous avez l'impression que ça marche, il y a une forte demande, mettez en place le salon de coiffure et mettez-le en mode locatif. C'est-à-dire, peu importe le nombre de personnes qui vont venir. D'accord. Le propriétaire de la Kia Sportage immatriculée 5005 FB01 est demandé urgemment auprès de son véhicule. Kia Sportage 5005 FB01. Ah, il faut qu'on dise, ils sont en train de casser ta voiture, viens vite. Bon. Donc, première famille de business, c'est la location. Ok? Ça, c'est la première famille de business. Deuxième famille de business, c'est la formation. La quoi? La formation. Donc, vous pouvez vous lancer dans le business de la formation. Formation, ça consiste simplement à transmettre un savoir ou un savoir-faire à une autre personne. Donc la formation, elle peut être intellectuelle, c'est-à-dire que vous avez de la compétence. Est-ce qu'il y en a qui travaillent ici depuis au moins plus de 5 ans? Qui travaillent depuis plus de 5 ans? Depuis plus de 10 ans? Depuis plus de 15 ans? Ok, donc il y a forcément des débutants dans votre domaine d'activité. Il y a forcément des débutants dans votre domaine d'activité. Donc, vous avez de la connaissance, vous avez de la compétence. Vous allez organiser une formation spécifiquement pour les débutants afin de leur expliquer comment réussir dans ce métier. Ok? Voilà. Donc, vous n'allez pas chercher... Au départ, ne formez pas les gens qui sont trop forts. Vous voyez, souvent, vous allez tomber sur les gens qui sont plus forts que vous. Donc, ça va devenir par là-bas. Quand vous allez dire on fait comme ça, vous allez dire non, c'est pas comme ça on fait comme ça. Formez les débutants. Eux, au moins, ils ne savent pas. Ce que vous dites là, ils croient seulement. Ok? Et quand vous dites que c'est fini, c'est fini. Même si vous avez vu seulement 10%. Ok? Donc, vous pouvez vous lancer dans la formation. La formation peut être intellectuelle. Vous avez de la connaissance, vous avez de l'expérience dans un domaine, vous formez des gens. Moi, j'ai fait 20 ans en marketing. Donc, je peux organiser des formations sur le marketing. Les gens vont venir s'asseoir, ils vont m'écouter. Les formations peuvent être en présentiel, comme nous sommes en train de le faire comme ça, ou en ligne. Ok, vous pouvez être assis tranquillement chez vous, derrière votre téléphone, chacun aussi assis derrière chez lui, et vous dispenser la formation. Ok, la formation peut vous amener énormément d'argent. C'est l'une de mes sources principales de revenus, la formation. Ça, c'est une formation dite intellectuelle. Donc, quand vous pouvez former sur des logiciels basiques comme Word, Excel, PowerPoint. Il y a toujours des débutants qui découvrent ces logiciels. Ok, donc vous allez les former, vous allez gagner de l'argent.
Ça peut être des logiciels métiers. Si vous faites dans la comptabilité, SARI, Sage, Ciel, etc., vous pouvez former les gens là-dessus. Vous allez gagner de l'argent tranquillement en faisant ce que vous savez faire. Ça, c'est la formation dite intellectuelle. Maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas allé loin à l'école ou qui ne veut pas dispenser de formation intellectuelle, vous avez des talents. Ok, je vois ici beaucoup de mamans, beaucoup de mémés. Et vous avez beaucoup de vos filles et arrière-petites-filles qui ne savent pas préparer. C'est quasiment bon. Nous, on est mariés, on mange, on n'a pas le choix. Mais souvent, tu as envie de bien manger. Donc, vous pouvez organiser des ateliers de cuisine où vous allez apprendre aux jeunes filles là comment faire le biocosseux, comment faire la soupe. C'est pas mettre les tomates et puis huile et puis sel. On dit c'est soupe, il faut manger. Bon, on n'a pas le choix, on mange, mais vraiment on a envie souvent de manger les vraies soupes. Donc vous pouvez organiser des ateliers de formation sur la cuisine. Vous pouvez organiser des ateliers sur... aujourd'hui c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Je cherche le nom en français. J'ai le nom en anglais dans ma tête, mais je cherche ça en français. Parentalité, voilà, merci beaucoup. Les ateliers de parentalité. Ok, il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir des enfants et leurs enfants commencent à avoir 5 ans, 6 ans. Ils ne savent pas comment on se comporte avec un enfant parce qu'eux-mêmes, ils ont été des enfants difficiles. Donc, ils ne savent pas comment élever leurs enfants. L'enfant devient caractériel, l'enfant casse tout, l'enfant ne veut plus aller à l'école, l'enfant, etc. Donc, si vous avez élevé 5, 6, 7, 8, 10, 11, comme ma maman qui a élevé 11, vous pouvez faire des ateliers de parentalité pour partager votre savoir et votre savoir-faire aux enfants. Aujourd'hui, il y a énormément de divorces parce que chacun rentre avec son gros cœur dans le mariage. Okay? Donc, vous pouvez faire des ateliers pour les couples afin de solidifier les couples qui ne veulent pas divorcer mais qui n'arrivent plus à vivre ensemble. Vous pouvez partager votre expérience et ça va aider, etc. Donc, on n'est pas ici sur des compétences intellectuelles forcément. Okay? Vous avez de l'expérience, vous avez fait des choses, vous pouvez rassembler les gens, les former et vous allez voir que vous pouvez gagner de l'argent en le faisant. Le propriétaire de la Kia Sportage 5005 FB01 est invité auprès de son véhicule. Le propriétaire de la Kia Sportage 5005 FB01 est demandé auprès de son véhicule. Il y a la fumée qui sort dans le capot. Auditeurs de Radio Espoir et de Radio Paix-Salut, nous sommes toujours à Boulon. Ok, très bien. Donc, matinée de prière. Ça peut être ça. Ou encore, troisième catégorie de formation que vous pouvez faire, ce sont des talents. Vous avez des talents. Peut-être que vous savez danser. Et il y a des gens qui veulent savoir danser. Peut-être que vous savez chanter. Peut-être que vous savez jouer d'un instrument de musique. Peut-être que vous savez calmer les enfants qui sont turbulents. Bref, vous avez forcément un talent, vous pouvez organiser des formations et gagner de l'argent. Ok. Ça, c'est la deuxième famille. Après, quelqu'un peut me dire, mais moi, je n'ai pas la pédagogie. Moi, je ne sais pas enseigner. Moi, je ne sais pas transmettre le savoir. C'est pas bien grave. Toi, tu peux organiser et puis tu trouves une personne qui sait parler, qui va venir faire. Regardez un peu ce que la paroisse a fait. C'est important de parler de business. Mais qu'est-ce que mon père a fait? Mon père, il a créé le cadre, il a organisé et il a trouvé quelqu'un qui sait parler pour venir parler. Ok, donc vous aussi, vous pouvez faire ça. Vous pouvez voir que dans votre domaine, il y a beaucoup de gens qui cherchent à maîtriser tel logiciel. Moi-même, je ne sais pas expliquer, je ne maîtrise pas. Je peux trouver quelqu'un qui maîtrise, j'organise. Donc, je suis facilitateur. Je facilite, je mets les chaises, les tables, tout le monde est content. C'est moi qui encaisse l'argent. À la fin, quand le formateur s'en va, je lui donne un peu, il garde un peu. Ok, donc vous pouvez vous lancer dans cette famille de business, la formation. Troisième famille de business dans laquelle vous pouvez vous lancer, c'est ce qu'on appelle l'édition. L'édition. Donc l'édition, c'est fournir du contenu aux gens. Ok, donc dans l'édition, ça peut être, vous pouvez revendre des livres. Ok, donc vous pouvez revendre des livres. Moi, l'un de mes business qui me rapporte de l'argent, c'est vendre des livres. J'écris et je vends des livres. Mais vous n'êtes pas obligé d'écrire vous-même les livres. Vous pouvez lire un livre et vraiment ça a eu un impact très important. Ça peut être un livre spirituel, ça peut être un livre de formation classique qui a eu un impact important sur vous. Vous pouvez commencer à faire la promotion de ce livre. Ce qu'il ne faut pas faire et qui est méchant et qui est sorcier, c'est de prendre le livre de la personne, aller photocopier son livre et puis vendre dans son dos. Ça, c'est pas bon. Ok? Voilà. Vous allez vous lever un matin, vous avez mal au cou.
C'est quelqu'un qui vous a coudé là-bas la nuit parce que vous faites du mal. Le business de la revente des livres, c'est un business qui est légal. Les librairies vendent légalement les livres des gens. Donc ça, c'est un business qui est légal. Donc vous pouvez aller voir une librairie, leur dire, voilà tel livre, moi je l'ai lu, ça a eu un impact important sur moi, je veux contacter l'auteur ou je veux revendre vos livres. Ok? Et vous mettez 1000 francs ou 2000 francs de bénéfices sur les livres et vous les vendez. Ça, c'est très légal. Il n'y a rien d'illégal à ça. Mais ce qui est mauvais, c'est de prendre le livre, aller le photocopier et vous-même le vendre comme si vous étiez l'auteur. Ça, c'est pas bon. Okay. Donc, vous pouvez revendre des livres. Ça peut être un livre de spiritualité que vous avez vraiment aimé. Peut-être que vous avez acheté le livre là à 3000, vous l'avez lu, ça a eu un impact important sur vous. Vous pouvez le revendre à 5000 francs CFA. Ok. Donc, quand quelqu'un va voir, vous allez utiliser un outil spécial, technologie avancée, très rare. C'est une application secrète qui permet de vendre à outrance. Je suis sûr que la majorité d'entre vous n'avez jamais entendu parler de cette application. Elle s'appelle WhatsApp. Vous avez cette application-là? D'accord. Et dans WhatsApp, il y a une fonction très secrète que très peu de personnes connaissent, qu'on appelle les statuts. Vous connaissez ça? Voilà. Donc vous prenez la photo du livre, vous mettez ça en statut, vous dites, j'ai lu ce livre, il est tellement bon, ça m'a vraiment touché, j'ai aimé ça, si ça vous intéresse de l'avoir, il coûte 5000 francs CFA, contactez-moi. Donc quand la personne vous contacte, elle vous envoie les 5000, vous prenez les 3000, vous donnez à l'auteur, et vous faites la livraison, vous gardez la différence. C'est bon? Donc ça c'est l'édition dans le cadre où vous faites la recommandation de livres, ça peut être des livres spirituels, ça peut être des livres de cuisine, ça peut être des livres de bien-être, bref. On pense que les gens n'aiment pas lire. Alors, je vois déjà dans votre cœur, est-ce que les gens lisent? Est-ce que les gens lisent? Je vais répondre à cette question de façon très simple. Oui, les gens lisent. Mais les gens ne lisent pas les choses ennuyeuses. Parce que les mêmes gens que vous dites qu'ils ne lisent pas là, c'est les mêmes gens qui sont sur Facebook. Ils vont lire les histoires anonymes du début jusqu'à la fin. Et quand ils ont fini de lire l'histoire anonyme, ils vont lire les commentaires. Et ils vont lire les commentaires des commentaires. Et quand quelqu'un fait un commentaire, il dit non, tu n'as pas bien compris. L'autre a dit dans son commentaire ça. Donc les gens lisent. Ne pensez pas que les gens ne lisent pas. Ils lisent. Mais ils ne lisent pas les choses qui sont ennuyeuses. Ok? Donc c'est à vous de présenter les livres là d'une façon tellement attractive que les gens vont venir s'asseoir pour lire. Ok? Donc les gens lisent. Les gens continuent d'investir de l'argent dans les livres. Vous pouvez gagner de l'argent dans l'édition. Ça, c'est si on prend le côté livre. Il y a un deuxième côté qui est aujourd'hui l'édition, mais qui est un peu vu négativement parce que les premières personnes qui sont lancées dans l'édition de ce type de contenu-là le font mal. Ce qu'on appelle les influenceurs. Vous savez, quand je parle d'influenceurs, vous voyez un peu de quoi ils parlent, non? Voilà. Donc les gens qui font des vidéos, mais généralement ceux qui sont lancés là-bas, ils ne font que du mal. Mais comme disait un saint, le mal prospère parce que les gens qui font le bien ne font pas assez de bruit. Donc quand j'arrive et qu'il n'y a que le mal sur la place, je vais penser qu'il n'y a que le mal parce que les gens qui font du bien ne sont pas visibles. Donc nous qui voulons faire du bien, il faut que nous soyons plus visibles que les gens qui font du mal. Et là, les gens vont venir vers le contenu de bien et non vers le contenu de mal. Donc aujourd'hui, il y a des applications qui rémunèrent les personnes qui produisent du contenu et les mettent sur ces plateformes. Il y a une application très secrète, mais très intéressante qui s'appelle YouTube. Vous connaissez cette application? Vous connaissez? YouTube, ça est dans presque tous les téléphones. Ok? Donc vous allez créer un compte sur YouTube et vous allez mettre du contenu sur cette plateforme. Et parce que vous avez du contenu, cette plateforme va vous payer de l'argent. Et YouTube ne fait pas de restrictions sur le genre de contenu, hormis le contenu violent et le contenu obscène qui vont bloquer. Tout le reste, tous les autres types de contenus sont acceptés. Donc tout ce qu'on était en train de dire, que vous pouvez faire en termes de formation sur la parentalité, apprendre à préparer, apprendre à s'occuper de son mari, apprendre à s'occuper de ses enfants, apprendre à conduire, maîtriser l'anglais, parler anglais rapidement, parler sa langue maternelle. Ça aussi c'est une bonne niche. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent être des élus dans leur localité, mais ils ne parlent pas bien leur langue maternelle. Donc aujourd'hui ils payent pour qu'on leur apprenne leur langue maternelle, pour qu'au moins ils puissent dire bonjour, comment ça va, etc. etc. Donc ça c'est une activité aussi que vous pouvez faire et gagner de l'argent. Et taxez-les, hein. Ils ont l'argent. Taxez-les fort. Donc vous pouvez mettre ce contenu-là en ligne sur YouTube et YouTube va diffuser ce contenu et va vous payer de l'argent. Donc ça c'est une autre forme d'édition. Pareil, si vous voyez que tous ces gens-là sont en train de faire des vidéos, des directs pour raconter tout et n'importe quoi, c'est parce que
Facebook, YouTube, etc. Et toutes ces plateformes-là payent de l'argent à ceux qui produisent du contenu. Donc ça, c'est la famille de business qu'on appelle l'édition. Vous pouvez le faire. Et Dieu merci, on n'a pas besoin de diplôme et de qualifications particulières pour pouvoir faire ça. Vous avez juste besoin d'avoir une bouche et puis de savoir parler. Et Dieu merci, la majorité d'entre vous, vous êtes nés avec une bouche. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir là-dedans. Donc, on était sur la quatrième famille. Ça fait combien de familles? Troisième ou bien quatrième? Troisième. Donc, on va aller maintenant vers la quatrième famille. La quatrième famille de business, c'est ce qu'on appelle la revente d'accessoires. Vous allez revendre des accessoires. Peu importe le type d'accessoires, vendez des choses que les gens achètent aujourd'hui. Et nous avons une population qui est extrêmement jeune. Et les populations jeunes ont tendance à consommer beaucoup d'accessoires électroniques. Est-ce que ici, dans l'église, il y a des gens qui ont déjà utilisé des écouteurs sans fil? Écouteurs sans fil? Ok. Donc, ce sont des produits qu'aujourd'hui on achète sans hésiter. Vous achetez l'écouteur à 2500 francs, vous le revendez à 10 000 francs CFA. Ok, il n'y a personne qui se fâche parce qu'on lui vend des écouteurs à 10 000. C'est le prix du marché. Donc vous pouvez revendre aujourd'hui des écouteurs et vous allez commencer à gagner de l'argent. Maintenant, si vous voulez revendre les écouteurs sans fil, ne vendez pas les écouteurs qui sont tout blancs. Parce que ça, la nuit, quand ça tombe, on voit. Vendez ceux qui sont tout noirs. Parce que là, la nuit, quand ça tombe là, on ne voit pas. Donc ils vont vous appeler encore pour dire, mais tes écouteurs, tu peux m'envoyer encore? Dis oui, je peux t'envoyer encore. Donc vendez ça. Ça marche très bien et c'est pas des produits pour lesquels on réfléchit pendant 6 mois avant de se décider est-ce que je dois payer ces écouteurs. Non. Vendez des produits très très simples. Donc ça peut être des écouteurs sans fil, ça peut être des écouteurs avec fil, mais avec fil là ça dure. Ok. Donc vendez sans fil là, ça dure pas trop. Vous pouvez également vendre des montres digitales comme celle que j'ai ici. Les vieux là, nous on achetait les montres où la même montre là, il peut utiliser ça pendant 50 ans et passer ça même comme héritage à son fils. C'est pas bon, ne vendez pas ça. Vendez les montres digitales là. Après 6 mois, 8 mois, ça commence à ne plus marcher. Il va vous appeler pour payer nouveau. Ok? Voilà. Si c'est plein, ça n'a pas duré. Il dit, est-ce qu'on fabrique montre en Côte d'Ivoire? C'est en Chine là-bas. Ok? Donc, on espère que la prochaine montre sera durable. Donc, vendez ce genre de petits produits, les écouteurs, les montres digitales, les power banks. Tout le monde a un smartphone et le smartphone, il a tendance à se décharger comment? Rapidement. Donc, comme il se décharge rapidement, on aura besoin d'un petit équipement qui permet de le recharger. Voilà. C'est des choses, vous achetez en gros à 4500, vous revendez à 10 000, vous faites 6500 francs de bénéfices là-dessus, tranquillement, sans trop transpirer. On ne discute pas beaucoup, on n'a pas besoin d'être un bon vendeur. On donne le prix, lieu de livraison, c'est fini. Ok? Vous pouvez lancer ce genre de petits accessoires et ça se vend relativement bien. Ok? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nos mamans là, pour quelques-unes, elles ont comment j'ai dit, sans être, elles ont un problème avec le fait que leur ventre soit trop visible. Donc, elles veulent que quand elles portent leur tenue, on ne sente pas qu'elles ont du ventre. Vente toi-même, tu as ventre là. Tu veux cacher que tu as ventre. Bon, c'est pas grave. Bon, elles veulent cacher qu'elles ont du ventre. Donc, les gaines, ça se vend aujourd'hui comme des petits pains. Ok? Parce que c'est plus simple de mettre une gaine que de faire un régime. Le régime là, tu as souffert pour avoir le ventre plat. Alors que la gaine là, instantanément, tu as un ventre plat. Tu t'en vas là où tu t'en vas, tout le monde pense que tu as un ventre plat. Quand tu reviens à la maison, tu laisses respirer ton ventre. Ok? Donc, c'est une solution instantanée qui permet de régler un problème qui est urbain. Donc vous pouvez vendre les gaines, vous pouvez vendre les collants, les bodys, etc. Toutes ces choses-là, les femmes là achètent là facilement, sans hésiter. Donc ce sont des petits accessoires dans lesquels vous pouvez vous lancer. N'ayez pas peur de vous dire il y a trop de concurrence. S'il y a autant de concurrence, c'est qu'il y a de l'argent à se faire. Et je vous donne une astuce. Quand vous voulez penser à un business, si vous choisissez une activité et il n'y a jamais de file d'attente, il n'y a jamais de rang, c'est une mauvaise activité. Là où vous voyez une file d'attente, là où vous voyez un rang, c'est une opportunité. Il y a de l'argent à se faire. Ok? Si vous passez et vous voyez qu'à 16 heures, tous les enfants du quartier sont agglutinés devant la vendeuse d'Aloco, ne réfléchissez pas. Vous venez d'avoir une révélation directe du Saint-Esprit, directement de Saint-Joseph. Installez-vous en face de cette femme et vendez aussi de l'Aloco. C'est qu'elle va vous attaquer dans les prières.
elle va trouver que vous êtes mauvaise. Pourquoi c'est même à Loko là, maintenant que ça marche, là, vous êtes venu faire. Mais tant qu'il y a une file d'attente là, les gens sont là agglutinés devant elle. C'est pas eux tous qui sont contents d'attendre pour manger la Loko. Ils aimeraient avoir une autre alternative. Bon, si vous êtes gentil, vous n'allez pas vendre la Loko comme elle, vous allez vendre igname, vous allez vendre galette, vous allez vendre autre chose. Mais c'est un indicateur qu'il y a une opportunité. Mais si elle-même, elle est là, son coin est tout en vide, et que vous venez vous asseoir devant elle, vous deux, ça sera la galère. Et vous allez faire beaucoup de rosets pour pas grand-chose. Donc regardez les activités où il y a déjà beaucoup de gens qui font ces activités, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui circule là-bas. Et ne pensez pas que je ne suis pas connu, donc je ne peux pas gagner de l'argent. Est-ce que quand vous allez à la boutique, vous avez soif, vous faites connaissance avec le boutiquier avant d'acheter l'eau? Non. Donc, on n'a pas besoin d'être connu pour vendre. On a juste besoin d'avoir un produit qui est visible et on peut commencer à gagner de l'argent. Donc, laissez tous vos anciennes conceptions. Mais je ne suis pas connu, etc. Personne ne veut faire ta connaissance. Il veut juste acheter ton produit et puis aller de l'avant. OK? Très bien. Donc, ça, c'est la revente d'accessoires. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent en le faisant. Ensuite, 5e activité que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle l'approvisionnement des supérettes et des restaurants. L'approvisionnement des supérettes et des restaurants. Aujourd'hui, beaucoup de gens en ont marre de boire toujours les mêmes boissons gazeuses, Coca, Fanta, Sprite, etc. Ils en ont un peu marre. Ils veulent retourner à nos jus plutôt naturels, le Nyamankou, le Bissap, le Tomi, le jus de passion, etc. Ils préfèrent ça plus que les jus bizarres là. Quand il n'y en a pas, on est obligé de boire les autres jus là. Mais si les gens ont le choix, ils vont préférer ces jus naturels. Maintenant, vous avez l'impression que le restaurant, c'est lui qui fait les jus. 9 restaurants sur 10 préfèrent se concentrer sur leur cœur de métier qui est de préparer. Ils n'ont pas envie de faire les jus. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez livrer les jus là dans ces restaurants. Ok? Ça peut commencer tout doucement. Vous allez livrer 10 bouteilles, 15 bouteilles. Mais au fur et à mesure que les clients seront habitués à ça, ça va monter très très vite. Ok, ça va monter très vite. Ils vont payer des bouteilles, 20 bouteilles, 30 bouteilles, 40 bouteilles. Ça peut faire même 2-3 jours. Et ça va très très vite. Si vous avez le talent pour faire les jus de passion, vous allez gagner énormément d'argent. Parce que le jus de passion, beaucoup de gens aiment, mais très peu de gens savent faire et ça manque. Donc si vous avez le circuit pour faire les jus de passion, vous allez gagner énormément d'argent. Ok. Donc vous pouvez faire l'approvisionnement des restaurants et également vous pouvez faire l'approvisionnement des supérettes. Dans les supérettes, il y a les produits qui sont manufacturés, qui ont été importés, et puis vous allez toujours trouver un petit espace où il y a des produits de consommation. Il y a des chips là-bas, il y a des croquettes là-bas, il y a des arachides là-bas, etc., etc. Ok? Ça, c'est pas importé. Qui fournit les supérettes en chips? Qui les fournit en croquettes? Qui les fournit en béguet? Qui les fournit? C'est les gens comme nous. C'est nous, on les fournit. Et ils vendent et on gagne de l'argent. Donc, il faut que dans votre esprit maintenant, quand vous allez acheter ce genre de choses qu'on peut consommer, mais qui ne sont pas produites par une industrie lourde, mais vous savez que c'est des choses qu'on peut produire simplement, arrêtez d'être uniquement que des consommateurs. Commencez à être des producteurs. Ok? Maintenant, vous allez me dire, ok, mais est-ce que j'ai besoin de créer? Non, vous avez certainement déjà une nounou à la maison qui prépare. Quand vous partez le matin, elle regarde la télé jusqu'au soir. Occupez-la un peu. Elle n'a qu'à faire les chips, des choses comme ça. Fini de préparer, emballer, vous prenez, vous allez vendre. Mettez ça à la supérette. Généralement, ils font du dépôt-vente. Vous déposez le lundi, samedi, vous passez là-bas, vous tendez votre main, on vous tend votre argent et puis vous continuez votre vie. Ok? Vous n'êtes pas en train de chercher des clients, en train de faire ceci, non, vous déposez à la supérette, eux ils vont vendre, vous passez, on vous donne votre argent et puis vous avancez. Ok? Voilà. Donc ça c'est la 5e famille de business, l'approvisionnement des supérettes et des restaurants. On peut avoir l'impression qu'ils sont difficiles d'accès, ils sont compliqués. Non, ils ne sont pas très compliqués du tout. Vous allez les voir, vous avez les responsables, ils vont vous faire confiance. Ok? Mais ça marche par dépôt-vente. Donc vous êtes vous-même obligé de faire le premier investissement, mettre dans leur supérette, ils vont vendre et puis vous allez gagner de l'argent. Et puis, 6e activité que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle les apporteurs d'affaires. Apporteurs d'affaires. Et ça, j'ai mis ça pour les grands-mères, pour les grands-pères qui sont à la retraite. Devenez des apporteurs d'affaires. Qu'est-ce qu'un apporteur d'affaires? Un apporteur d'affaires, c'est quelqu'un qui n'est pas employé dans une entreprise, mais qui, s'il arrive à commercialiser les produits de cette entreprise,
va gagner une commission sur la vente réalisée. Ok? Aujourd'hui, l'immobilier, il y a un boom de l'immobilier parce que selon certaines informations, Abidjan s'en va presque vers 9 millions d'habitants, 9 millions de personnes. Tous ces gens-là doivent se loger quelque part. Donc aujourd'hui, c'est la course au terrain, c'est la course à pouvoir construire des maisons, des choses comme ça. Donc les gens vont acheter les terrains. Que vous soyez intermédiaire ou pas, les gens vont acheter les terrains et les gens vont vendre leurs terrains. Donc ce que vous allez faire, vous n'allez pas constituer une nouvelle société de immobilière, non. Vous allez aller regarder une entreprise qui a l'air sérieuse, qui vend des terrains. Vous allez leur demander, si je t'apporte tous les gens de mon village pour payer des terrains chez toi, tu me donnes quoi? Généralement, ils vont vous répondre, ils vont vous donner combien? 10%. Donc, ils vont vous donner 10%. Donc, vous regardez, vous prenez leurs visuels, leurs affiches, vous allez aller sur l'application secrète qu'on appelle WhatsApp, vous allez mettre ça dans la fonctionnalité secrète qu'on appelle les statuts, et vous allez écrire, si vous voulez acheter de très bons terrains sécurisés, sans histoire, sans problème, sans arnaque, contactez-moi, je travaille avec une société qui va vous faire un bon prix. Et les gens qui vont voir vos statuts vont vous appeler et vous allez les attraper par la main et vous allez les envoyer dans la société. Une fois que vous avez fini de faire ça, qui va convaincre le client? C'est vous ou bien c'est eux? C'est eux. Qui va faire tous les papiers? C'est vous ou bien c'est eux? Qui va encaisser l'argent? C'est vous ou bien c'est eux? Quand tout sera bien fait, qui a fait tout le travail en fait? C'est eux. À la fin, vous faites quoi? Dans ma part. Ok? Donc aujourd'hui, vous pouvez être apporteur d'affaires. Vous n'avez pas besoin d'un contrat pour ça. Bon, vous avez besoin d'un contrat d'apporteur d'affaires, mais vous n'avez pas besoin d'être employé, etc. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui prennent un salarié, il y a la partie qu'on appelle les charges patronales sur l'employé. Il y a des impôts qui sont importants que l'entreprise doit payer simplement par le fait que vous soyez employé, qui n'est même pas votre salaire. Et donc les entreprises de plus en plus commencent à chercher des gens qui ne sont pas directement leurs employés, mais qui peuvent leur apporter du business comme leurs employés. Donc vous pouvez être aujourd'hui apporteur d'affaires. Vous avez de l'expérience, vous êtes déjà âgé. Dans votre portefeuille relationnel, vous avez énormément de gens qui vous connaissent. Utilisez ce portefeuille relationnel pour vous faire de l'argent honnêtement. Maintenant, concernant l'immobilier, c'est beaucoup plus facile de vendre un terrain de 6 millions que de vendre un terrain de 1 million. C'est beaucoup plus facile de vendre un terrain de 6 millions que de vendre un terrain de 1 million. Pourquoi? Parce que la personne qui paye le terrain de 1 million, là, elle va poser beaucoup de questions et généralement, c'est le premier terrain qu'elle achète et c'est tout son fonds. Donc, elle est difficile à convaincre. Par contre, la personne qui a déjà fait son premier achat et qui sait comment ça marche, quand vous lui envoyez un terrain de 6 millions, elle va juste poser quelques questions précises, aller faire ses vérifications. Quand c'est bon, elle vous donne l'argent, elle ne discute pas beaucoup. Par contre, la personne va vous fatiguer pour un terrain de 500 000 et vous allez avoir 50 000 francs de commission dessus, alors qu'une personne va vous fatiguer pour un terrain de 6 millions et vous allez faire 600 000 francs de commission là-dessus. Ok? Donc, n'ayez pas peur en vous disant non, mais est-ce que les gens vont acheter? Oui, ils vont acheter. Ok? Beaucoup de gens travaillent, économisent leur argent pour pouvoir s'offrir des terrains. Donc, vous pouvez être un apporteur d'affaires ou une apporteuse d'affaires et gagner honnêtement de l'argent. Voilà. Donc, est-ce qu'on est arrivé aux 6 familles de business? On est arrivé? Voilà. Donc, nous sommes arrivés aux 6 familles de business comme promis. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça permet de faire les 1000 € ou pas? On va voir. 1000 €, c'est peut-être 600 000. Si vous vendez un seul terrain de 6 millions par mois et que vous avez une commission de 10%, ça vous fait combien? Ça vous fait 600 000. Donc, au moins, on sait qu'on peut gagner 600 000 en étant apporteur d'affaires. Deuxièmement, on va supposer que vous décidez d'approvisionner les supérettes et les restaurants, par exemple. Ok. Donc, vous leur vendez la grande bouteille de 1,5 litres. Vous leur vendez à 1000 francs, eux ils revendent à 1500. Donc, si vous livrez peut-être 20 bouteilles par jour,
À 1500. 20 bouteilles par jour à 1500, ça vous fait combien? 30 000. 30 000 par jour. Si vous faites ça 20 jours dans le mois, ça vous fait combien? Ça vous fait 600 000. 1000 euros. Et quand je dis 20 bouteilles comme ça, vous avez l'impression que c'est beaucoup. Dès que vous allez commencer, quand vous allez venir, 2 bouteilles de Bissap, 3 bouteilles de Niamankou, 5 bouteilles de Passion, rapidement, une personne même peut vous prendre 15 bouteilles. Une personne. Et c'est pas comme si elle va stocker ça pendant une semaine. C'est-à-dire que dès qu'elle a pris là, à midi, les gens ont payé, c'est fini. Le son vous appelle, envoyez encore. Si vous avez 2, 3 restaurants avec lesquels vous allez travailler, vous allez voir que 20 bouteilles, ça part comme ça. Ok? C'est pas des bons exemples. Je suis pas en train de dire de faire ça. Mais j'ai un ami, sa femme était enseignante et on l'affectait seulement dans les coins pour aller enseigner les enfants. Elle était un peu frustrée parce que son mari est à Abidjan, elle ne voit pas tout le temps ses enfants, les choses comme ça, tout ça. Et puis elle a commencé à se lancer dans l'approvisionnement des supérettes là, a commencé à fabriquer les jus. Elle a arrêté l'enseignement pour venir s'asseoir à Abidjan ici. Parce qu'elle gagne plus que son salaire en vendant des jus. Ok. Donc, on regarde ça comme ça, mais il y a énormément d'argent à se faire là-dedans. Donc on peut faire, etc. Pareil, si vous avez un véhicule en location, je n'ai pas parlé d'appartement meublé parce que bon, il y a quelques éléments légaux dont il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé beaucoup d'appartements meublés pour faire beaucoup de mauvaises choses. On a retrouvé beaucoup de gens malheureusement décédés dans des appartements meublés. Donc la loi s'est durcie concernant les appartements meublés. Si vous pouvez, faites. Mais sinon, pour l'instant, ce n'est plus un business que moi je recommande parce qu'il y a un risque. Si quelqu'un meurt dans votre appartement meublé, comment vous allez justifier ça? C'est compliqué. Donc ça, je ne recommande plus trop. Mais quand même, c'est un business qui reste d'avenir. Donc vous pouvez facilement faire 600 000 francs dans la location. Ok? Dans la location, vous pouvez faire facilement 600 000 francs. Dans l'édition, la revente de livres, donc peut-être que vous avez lu un livre spirituel sur lequel vous avez mis 2000 francs. Vous avez les livres de développement personnel, les livres sur la finance, Père riche, Père pauvre, La chef de ma mère. Ce sont des livres que les gens achètent comme ça. Ok? Donc vous mettez juste 2000 francs là-dessus. Personne ne se souvient du prix d'un livre. Donc quand vous mettez 2000 francs là-dessus, personne ne va parler. Si chaque jour vous arrivez à vendre 2, 3 livres, ok, ça peut faire minimum 4 000, 5 000 francs de bénéfices tous les jours. Sur 20 jours dans le mois ou 25 jours dans le mois, selon que vous êtes actif, vous pouvez vous faire 100 000, 150 000 francs de bénéfices en revendant des livres que vous n'avez pas écrits. Ok, donc c'est extrêmement possible. Dans mon cas, moi je gagne énormément d'argent en revendant des livres que j'ai écrits. Faut garder toute la marge. Voilà. Donc, chers frères, chères sœurs, je vais m'arrêter là. Nous avons parcouru les 6 familles de business. Souvent, on pense que c'est l'idée qui est la chose la plus importante. Mais je veux dire 3 éléments très importants avant de m'arrêter. Premier élément important. Le fait d'avoir une épargne ne vous rend pas automatiquement qualifié pour réussir dans l'entrepreneuriat. Le fait d'avoir une épargne ne vous rend pas automatiquement qualifié pour réussir dans l'entrepreneuriat. Savoir garder de l'argent, c'est une chose. Savoir faire un business, c'est une toute autre chose. Ok? Je fais un parallèle. Avoir l'argent pour payer une voiture ne vous rend pas automatiquement qualifié pour commencer à conduire. Si parce que vous avez 2 millions, vous avez payé une voiture et que sans avoir pris le moindre cours, vous vous mettez dans la voiture, vous commencez à conduire, qu'est-ce qui va arriver avec certitude? Vous allez faire quoi? Un accident. Donc, vous allez tuer quelqu'un. Ou pire, vous risquez de tuer quelqu'un et de vous tuer. Et si l'accident est avec une personne, ça va. Mais si vous faites l'accident avec un bus, vous risquez de tuer peut-être beaucoup de personnes. Ah, d'accord. Donc, autant avoir de l'argent et payer une voiture ne vous rend pas qualifié pour pouvoir conduire, autant avoir de l'épargne ne vous rend pas qualifié pour réussir dans le business. Vous allez échouer. Souvent les gens disent, mais pourquoi 80% des gens, leur entreprise ne fait pas 3 ans? Je renverse la question. Imaginons qu'on disait que maintenant, tout le monde peut rentrer dans un bloc opératoire et opérer.
sans formation préalable. Combien de gens allaient survivre après les opérations? 0. Donc on allait dire que 90% des gens meurent après les opérations. Parce que le problème en amont, c'est que les gens qui les opèrent ne sont pas formés. Donc c'est pareil, 80% des business vont mourir avant 5 ans parce que les gens qui lancent des business ne sont pas formés. Donc ce n'est pas surprenant. C'est ce qui est logique d'ailleurs. Si c'était le contraire, ça serait très surprenant. Que des gens sans formation arrivent à réussir dans l'entrepreneuriat. Non, vous devez vous faire former. Sinon, l'échec est prévisible. Ok? Ah, c'est la première chose. Deuxième chose, vous devez vous former en gestion. Vous devez vous former en gestion. Il y a la façon dont on gère une famille et il y a la façon dont on gère un business. Et il y a la façon dont on gère une famille chrétienne et il y a la façon dont on gère un business. À l'église, quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, on dit quoi? Faut lui pardonner. En entreprise, quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, on lui fait quoi? On l'envoie en prison. Ok, donc on ne gère pas une entreprise comme on gère une famille chrétienne. Dans une famille chrétienne, si ton frère a bouffé ton argent, on va dire quoi? C'est ton frère, c'est pas ça? Mais est-ce que dans votre entreprise, si quelqu'un bouffe l'argent, on fait quoi? On le met en prison. Donc, deuxième conseil, ne travaillez pas avec une personne que vous ne pouvez pas mettre en prison. Ne travaillez pas avec une personne que vous ne pouvez pas mettre en prison. Si vous regardez votre ami et vous voyez que vous ne pouvez pas le mettre en prison, ne travaillez pas avec lui. Restez des amis, mais ne faites pas affaire ensemble. On dit non, mais nous, quand on fait le business en famille, ça ne marche pas, mais les autres, les nordistes, les musulmans, quand ils font le business en famille, ça marche. Parce que le djoulaché, il a payé son bac à 36 millions. Le chauffeur, c'est son grand-fils, l'apprenti Baka, c'est son fils aussi. Mais à la fin de la journée, on doit lui envoyer sa recette. Si c'est ces 30 000 là, on lui donne les 30 000. Dans les 30 000, il enlève les 5 000 de son fils qui est le chauffeur, il lui donne, il enlève les 2500 de l'apprenti qui est son fils aussi, il lui donne. Et après on s'assoit, on mange le riz de maman et le riz de papa. Mais chez nous, on a dit, tu manges mon riz dans ma maison et je dois te payer encore. Non, tu ne peux pas faire ça. Donc pourquoi je viens travailler dans l'entreprise de papa? Ou pourquoi je vais me comporter honnêtement? Je ne peux pas. Là-bas, là, le business, c'est le business. Et si c'est l'enfant qui s'est mal comporté, on l'envoie en prison. On a cette rigueur. C'est pour ça que ça marche. Mais nous, on n'a pas cette rigueur. Nous, on met les sentiments. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, si vous n'êtes pas capable de mettre une personne avec qui vous travaillez en prison, ne travaillez pas avec cette personne. Ok? Voilà. Maintenant, troisième et dernier conseil. Lorsque vous lancez un business, tout le monde s'imagine que dès les premiers jours, vous allez commencer à faire des recettes et dès les premiers jours, vous allez commencer à faire des profits. C'est lorsque nous serons au paradis que ça marchera comme ça. Sinon, tant que nous sommes encore ici, pendant un certain temps, vous n'allez pas réaliser de recettes. Ensuite, vous allez commencer à réaliser un peu de recettes et après, vous allez réaliser beaucoup de recettes. Mais pendant les premiers temps où vous allez réaliser 0 ou très peu de recettes, vous aurez quand même des charges. Donc la courbe des profits, ce n'est pas une courbe qui commence ascendante, c'est une courbe qui commence descendante. Elle descend d'abord. Vous allez perdre de l'argent pendant des mois jusqu'à ce que vous allez moins perdre de l'argent jusqu'au jour où vous allez commencer à gagner de l'argent. Ce qui fait la solidité d'une entreprise, c'est votre capacité à perdre une grande quantité d'argent jusqu'à ce que vous commencez à en gagner. Donc quand vous avez 1 million, et vous avez pris 950 000 pour faire l'aménagement de votre magasin. Et vous avez pris 50 000 pour faire le lancement. Et qu'à la fin du mois, vous n'avez rien vendu. On doit payer quand même les charges de peut-être 100 000, 200 000. Donc, on est en négatif. Peut-être que le mois prochain, on va payer encore des charges en négatif. Donc, je suis en train de perdre 200 000 par mois jusqu'à ce que peut-être au bout de 6 mois, que mon business commence à être rentable. Est-ce que j'ai ces 200 000 fois 6 à perdre? Si je n'ai que mes 1 million, mon business va fermer avant les 6 mois. Mais si j'ai 2 millions,
je vais mettre 1 million dans la constitution du business, le stock, et il y a 1 million que je vais perdre jusqu'à ce que, au bout de 6 mois, mon business commence à devenir rentable. Ce qui fait que le business meurt, c'est que l'entrepreneur ne peut pas supporter toutes ces pertes-là qui sont normales dans tout business jusqu'à ce que le business devienne rentable.